Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis résolu à faire un pas de plus dans l'histoire concernant la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Constamment, on dit Kagame, Paul Kagame dérange. Paul Kagame est un criminel. Il continue à attaquer le Nord Kivu, c'est-à-dire l'Est de la RDC, de la République démocratique du Congo. En fait, on peut penser que Paul Kagame est le diable ou encore le frère de Satan ou Satan lui-même. Mais qu'en est-il véritablement? Est-ce que là, il y a un contrat de dupe ou c'est simplement de la pure jalousie de la part de Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo? En fait, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les véritables problèmes ou encore ce qui se passe dans le fond, dans les coulisses, en ce qui concerne la région des Grands Lacs, qui est en proie à une déstabilisation continue. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas les crépitements d'armes, on n'entend pas les détonations provenant des fusils de toutes sortes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir, comprendre un peu plus ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, on nous a fait comprendre qu'il y a un général de la République démocratique du Congo qui a été tué. Des centaines de personnes ont été tuées par le groupe rebelle surnommé M23, c'est-à-dire le groupe du 23 mars. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est comme s'il y a quelque chose de dupe. C'est comme si, dans le fond, il n'y a pas une volonté réelle de la part de Tshisekedi ou bien de la République démocratique du Congo de faire la paix et de faire profiter tout le monde. En fait, j'ai l'impression même que quelque part, il y a de la malhonnêteté d'État, qu'il y a quelque part beaucoup de diffamation, qu'il y a de la diabolisation là-dedans. Parce que dans le fond, lorsqu'on essaie de revenir sur la genèse du problème concernant la République démocratique du Congo et le Rwanda, vous savez, avant le génocide de 1994, vous savez que, en fait, en ce qui concerne Yoweri Museveni, il avait fait un coup d'État. Vous avez eu un coup d'État avec le soutien de Paul Kagame. Paul Kagame il était très jeune à cette période-là. Je crois qu'il devait avoir 22 ans, si je ne me trompe pas. Et Paul Kagame a travaillé pendant beaucoup d'années pour l'Ouganda. Pour l'Ouganda. Et lorsque, à un moment donné, dans les années, il y a génocide au niveau du Rwanda, ce sont les Hutus qui sont au pouvoir. Le peuple Tutsi, plus de 800 000 Tutsis ont été assassinés ou massacrés pendant à peu près en 100 jours de génocide. Et ce qui va se passer, c'est que bien après, on va placer un pasteur au pouvoir. Et ce pasteur qui va monter au pouvoir au niveau du Rwanda va rester de 1994 à 2000. Et à 2000, il va démissionner. Des élections seront organisées et Paul Kagame va gagner ces élections. Mais entre-temps, la personne qui était ministre de la Défense, ministre des Forces armées du Rwanda, c'était Paul Kagame. Et pour récupérer le pouvoir au niveau du Rwanda, Paul Kagame a été aidé par Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que Paul Kagame et Yoweri Museveni ont aidé le président Laurent Désiré Kabila à accéder au pouvoir en 1997. Ce sont eux qui ont aidé le président Laurent Désiré Kabila à évincer le président Mobutu Sese Seko du pouvoir. Et ils ont utilisé des colonnes
ils ont utilisé des chars, ils ont utilisé une grande quantité de personnes. Et vous savez, la guerre, il faut la financer. La guerre, il faut l'argent, il faut les moyens. Mais qui finançait cette guerre? Et comment devait-il rentrer en possession de son argent? Voilà les véritables questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce qu'on donne l'impression que la crise dans les zones du Grand Lac, c'est une crise qui commence aujourd'hui. Non. Cette crise a commencé avec l'invention de Mobutu du pouvoir. L'éviction de Mobutu du pouvoir. Mobutu, c'est Seko. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque Monsieur Paul Kagame monte au pouvoir en 2000, il commence de très grandes réformes. Mais entre-temps, il y a eu des personnes qui ont financé la guerre. Des personnes ont dépensé énormément de moyens pour pouvoir financer la cession de Laurent Désiré Kabila. Tout le monde sait que c'était des Ougandais et des Rwandais qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Il y avait, bon, c'est vrai, on va parler des Angolais aussi et des Namibiens, et bref, presque la majorité des mercenaires provenant de cette région-là. Mais dans les faits, on sait tous que les généraux qui étaient placés devant, qui étaient en avance, les services de renseignement qui étaient utilisés, c'était les services de renseignement rwandais et ougandais qui ont aidé à donner les renseignements nécessaires pour l'éviction de Mobutu Sese Seko du pouvoir, qui ont aidé Laurent Désiré Kabila à accéder au pouvoir. Maintenant, il y a eu des clauses, des choses qui ont été signées, des accords qui ont été signés pour l'exploitation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et après, je crois que c'est en 2000 ou en 2002 que, après la cession de Laurent Désiré Kabila en 1997 au pouvoir, les personnes avec lesquelles il travaillait, c'est-à-dire les généraux et les personnes à qui il faisait confiance, les personnes qui occupaient de très hauts postes dans l'armée congolaise, c'était les Rwandais. Or, Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas continuer à gouverner avec les Rwandais qui n'étaient pas congolais. Et c'est alors à partir de ce moment qu'il va chercher à se débarrasser de ces Rwandais, sans toutefois tenir compte des clauses qui avaient été signées, des contrats qui avaient été signés pour l'exploitation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il va vouloir faire fi de ça, c'est-à-dire fermer les yeux là-dessus, refuser ces contrats-là. Et je ne sais pas, des forces tapis dans l'ombre vont continuer à penser que elles peuvent, en tuant le président Laurent Désiré Kabila, en plaçant Joseph Kabila au pouvoir à sa place, les contrats signés par le père ne seront pas suivis par le fils. Il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir, le gouvernement, l'État est une continuité. C'est-à-dire, tout ce qui a été signé avant seront suivis après. C'est-à-dire que si un président a signé quelque chose, son successeur, si un prédécesseur a signé un contrat ou un accord, son prédécesseur a le devoir de le respecter. Et c'est ce qui avait été fait. Laurent Désiré Kabila avait signé des contrats avec les Rwandais et les Ougandais pour l'exploitation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il avait eu à signer des contrats avec des exploitants occidentaux. Je ne vais pas entrer trop en profondeur là-dessus. Je vous ai parlé de Tesla avec Elon Musk. Je vous ai parlé de Intel. Je vous ai parlé aussi de, par exemple, des personnes qui exploitent de façon surdine, qui achètent les produits déjà transformés au Rwanda. On va parler ici de Vincent Bolloré, qui a investi plus de 2 milliards de francs, 2 milliards d'euros sur les piles et les batteries, sur les batteries. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais il faut comprendre déjà que ce conflit ne peut pas vite finir. Après Laurent Désiré, après Joseph Kabila, il y a eu des compromis avec Tshisekedi, le président Tshisekedi, pour son arrivée au pouvoir. Parce qu'ils ont pensé, à un moment donné, les Congolais ont dû penser que en faisant quitter Joseph Kabila du pouvoir, il y a eu une entente avec la France et beaucoup d'autres pays, la Belgique,
où ces gens-là sont entendus pour que Joseph Kabila quitte du pouvoir et qu'il ne soit pas poursuivi en justice par rapport aux différentes actions, par rapport aux différents crimes qu'il avait eu à commettre. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Un contrat est un contrat. On a le devoir de le respecter. Et maintenant, les habitants ou encore les dirigeants actuels de la République démocratique du Congo ne reconnaissent pas tous les accords qui ont été signés pendant la période Mobutu, ne veulent pas reconnaître tous les accords qui ont été signés dans la période Kabila, dans la période Joseph, dans les périodes Kabila, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ça pose un sérieux problème au niveau des personnes, à ceux qui ont investi pour l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Parce que ces grandes firmes occidentales sont celles qui possèdent les moyens pour pouvoir financer facilement la guerre. Paul Kagame n'est qu'un bouc émissaire, c'est la face visible de l'iceberg. Il est accusé presque pour rien. Parce que un contrat est un contrat, c'est simplement une personne qui veut respecter les clauses d'un contrat. Et voilà peut-être pourquoi on peut penser que les dirigeants de la République démocratique du Congo sont attaqués aux églises dans un premier temps parce qu'ils savaient que ces églises sont les seules à pouvoir dire, appliquer la justice. Un contrat est un contrat. Si vous avez signé un contrat, respectez le contrat. Parce que si vous avez accepté quelque chose pour la paix, si vous avez accepté quelque chose pour que un président accède au pouvoir, vous avez le devoir de le respecter. Ce n'est pas bien d'être malhonnête. Peut-être ces églises ont commencé à chuchoter là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle la menace de les fermer, ces églises a été prononcée par le ministre de la Justice, ministre d'État Constant Mutamba. Donc voilà par exemple une première façon de voir ces choses-là. Une deuxième façon aussi, c'est de comprendre que sachant que ce sont les Américains qui sont derrière les firmes, les grandes firmes telles que Tesla, telles que, pas Bolloré bien sûr, telles que Intel, telles que les autres entreprises, les grandes entreprises qui exploitent le coltan et le cobalt au niveau de la RDC. Sachant cela, les États-Unis, la République démocratique du Congo, sachant que ce sont les Américains, que ce sont les entreprises américaines qui sont là et que ce sont les entreprises américaines qui ont soutenu l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, sachant aussi que ce sont les principaux investisseurs au Rwanda, accusent constamment le Rwanda d'être à l'origine de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Sachant que ce sont les Américains qui soutiennent massivement et in extenso les Rwandais, profitent donc maintenant pour arrêter, pour prononcer le faux coup d'État qu'il y a eu, c'est-à-dire un coup d'État qui ne ressemble à rien, à un véritable coup d'État. On dirait un cinglé, une personne qui a perdu le nord, une personne que sa tête ne tient pas, qui a essayé de créer quelque chose qui pouvait donner l'impression aux gens qu'il voulait prendre le pouvoir. Mais il n'avait aucune intention de prendre le pouvoir. Aucune intention. Et aujourd'hui, son fils est utilisé pour faire le chantage. On a réinstauré la peine de mort uniquement pour pouvoir assassiner ces Américains qui ont été arrêtés avec ce cinglé, avec cette personne dont on soupçonne qu'il ne serait pas en bon état psychologique, en bon état. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Je ne veux pas prononcer son nom ici dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le président ou encore la République démocratique du Congo a tendance à faire comme un chantage aux Américains en menaçant d'assassiner, en menaçant de tuer, en appliquant la peine de mort sur les ressortissants américains attrapés au Congo dans le cadre peut-être du vol ou peut-être de la tentative de coup d'État, de la pseudo-tentative de coup d'État manquée en République démocratique du Congo. Ils seront jugés et ils seront assassinés. Cela, en faisant cela, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a quelqu'un il y a une personne qui est montée au pouvoir aux États-Unis.
il s'appelle Donald Trump. Donald Trump said that the American first. You have to know that if you want to do anything, the American, you can't. Si tu veux faire n'importe quoi aux Américains, il faut attendre à la réponse. You are going to have your answers. Vous allez avoir votre réponse parce que vous attaquez aux Américains, vous attaquez à une touffe d'abeilles que vous ne pouvez même pas supporter. Bon, personnellement, je voulais simplement attirer l'attention que ça soit la peine de mort réinstaurée, que ça soit le faux coup d'État dont on a fait, nous a fait part il y a de ça quelques temps. Les Occidentaux se cachent derrière la République démocratique du Congo pour faire le chantage aux Américains. Étant donné que la France, par exemple, ne peut pas affronter de façon directe le président Trump ou les présidents américains ou les États-Unis, ils se cachent constamment derrière, par exemple, derrière Tshisekedi, le président Tshisekedi, pour envoyer les autres, les enfants des autres, à la mort. Ils envoient à l'est de la République démocratique du Congo, au niveau du Nord Kivu, pour les assassiner, pour les tuer. À quoi ça sert tout ce qu'ils sont en train de faire là? À quoi ça sert tout ce que les dirigeants de la République démocratique du Congo font? Qu'est-ce qu'ils gagnent en assassinant les enfants des autres? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Sachant qu'il y a un contrat qui a été signé. Pourquoi chaque fois ils ne veulent pas respecter les accords de paix qui sont signés? Pourquoi ils ont multiplié, par exemple, les milices au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? Pourquoi ces milices attaquent constamment les autres populations qui sont là, toutes ceux qui sont dans ces régions-là? Pourquoi ils n'interviennent pas pour protéger tout leur peuple? Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.